La haine ne construit pas un État. Mais la paix construit des nations. Grand angle, Analyse et commente les événements en Afrique. une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique. Grand angle Une émission hebdomadaire présentée par Zine Charpaoui est réalisée par Khaled Hamdani. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, nous sommes le mardi 4 février 2025. Bienvenue dans Grand Angle. Alors le numéro d'aujourd'hui sera consacré à la confirmation par l'Alliance des États du Sahel de sa décision de se séparer de la CEDEAO. Alors le numéro d'aujourd'hui, est intitulé AES CEDEAO, le divorce acté. Le 29 janvier 2025 a marqué le divorce officiel entre les pays composant l'Alliance des États du Sahel et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'en sont en effet retirés de façon effective un an après avoir claqué la porte de l'organisation régionale ouest-africaine. Fondée en 1975 sous l'impulsion du président nigérien Séni Kountché et de son homologue malien Moussa Traoré, la CEDEAO visait à promouvoir l'intégration économique et la libre circulation des biens et des personnes au sein d'un espace commun. Aujourd'hui, avec cette scission, l'organisation fait face à un bouleversement majeur. La décision aura très certainement des conséquences multiples. Bien décidés à se tracer une nouvelle voie, les pays de l'AES feront face, quant à eux, à d'innombrables défis. Quoi qu'il en soit, ce développement augure une reconfiguration de l'espace régional ouest-africain. Alors, pourquoi l'AES a-t-elle décidé de quitter la CEDEAO ? Quelles sont les conséquences du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO ? Quel avenir pour la CEDEAO et l'AES après leur rupture ? C'est ce dont nous allons débattre dans le numéro de Grand Angle d'aujourd'hui. Alors pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Oran le Dr Ahmed Ben Saada, enseignant universitaire, auteur de plusieurs ouvrages et spécialiste des guerres hybrides. Ahmed Ben Saada est par ailleurs un observateur avisé de la scène politique africaine. Dr Ahmed Ben Saada, bonjour. Monsieur Chofaoui, bonjour à vos invités sur le plateau et bien sûr, comme toujours, bonjour l'Afrique. Merci Dr Ahmed Ben Saada. Nous serons également en direct depuis Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, avec Abdul Fattah Tiamtouré, journaliste à Omega Media. Bonjour Abdul Fattah Tiamtouré. Oui, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. À travers vous, nous saluons tous les confrères burkinabés et en particulier les confrères de Ouagadougou. Et nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors, il y a par ailleurs avec nous Moukrana Touarabi, journaliste politique et consultant de l'émission. Notre confrère de la presse écrite travaille beaucoup sur les questions de sécurité en Afrique. Bonjour Moukrana. Bonjour Zine, bonjour au Dr Ahmed Ben Saada et à notre confrère du Burkina Faso et à Rima Rouibi aussi qui est ici avec nous. Alors merci d'avoir présenté Rima Rouibi. Effectivement, comme à chaque numéro de Grand Angle, nous serons accompagnés par Rima Rouibi, enseignante universitaire et spécialiste des médias. Alors bonjour à vous tous, bienvenue. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau d'Ifriqiya FM. Bonjour Zine, bonjour à Moukran et à Dr Ben Saada et notre confrère de Burkina Faso. Alors comme nous avons justement la chance d'avoir un confrère du Burkina Faso avec nous, donc c'est par lui que nous allons commencer cette émission. Alors Abdul Fattah Tiamtouré, comment les opinions et les médias dans les pays de l'AES en général et au Burkina Faso en particulier ont réagi à la nouvelle concernant l'officialisation du divorce entre l'AES et la CEDEAO? Merci Zine et merci à tout le plateau. C'est vrai que ça a été la grande décision la semaine dernière
d'acter au niveau de la CEDEAO la sortie des pays de l'AES. Au Burkina ici, et à Ouagadougou particulièrement, on a vu des populations descendre dans la rue pour manifester leur accompagnement à l'endroit des autorités des trois pays, qui a manifesté donc leur joie de voir le pays de l'AES sortir de la CEDEAO. Au niveau de la presse également, il y a en tout cas beaucoup de confrères qui ont salué cette sortie officielle-là de la CEDEAO, même si certains expriment quand même quelques inquiétudes. Oui. En même temps, ce qu'on constate aussi, c'est que pendant que les gens célèbrent la sortie officielle des pays de l'AES, de la CEDEAO, il y en a qui célébraient le premier anniversaire de la sortie de l'AES de la CEDEAO, parce que, vous vous souvenez, en fin janvier 2024, les trois pays avaient estimé que la sortie elle était immédiate et irréversible. Donc, il y avait aussi quelques différences dans les éléments de langage. On l'a même constaté par rapport aux manifestants du côté du Niger et du Mali, pendant que les uns célèbrent la sortie officielle actée au niveau des deux organisations. D'autres estiment qu'on est déjà un an après cette sortie-là. Mais même dans l'autre, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a en tout cas de nombreuses personnes qui ont manifesté leur satisfaction de voir cette sortie actée. Très bien. Donc nous avions la même ambiance aussi à Bamako et à Niamey. Exactement, la même ambiance à Bamako et à Niamey. Dans quelques petites villes également des trois pays, il y a eu des manifestations de ce type-là. Et il y a eu également d'autres activités plus officielles. À Ouagadougou, il y a eu par exemple une déclaration du ministre des Affaires étrangères au niveau du siège de son ministère, de son département, avec d'autres membres du gouvernement et des chefs d'institutions qui étaient présents, où il a salué ce pas supplémentaire vers la souveraineté des trois pays. Il y a eu symboliquement, pour marquer l'occasion, une levée des drapeaux des trois pays membres de l'AES. Donc c'était quelques éléments comme ça, quelques activités, quelques manifestations pour marquer cette journée-là qui entre dans l'histoire. Dans l'histoire. Merci beaucoup Abdul Fattah pour tous ces éléments. Restez avec nous, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Alors, Dr Ahmed Ben Saada, les négociations et les propositions de concession de la part du regroupement sous-régional n'ont pas abouti. La CEDEAO aura négocié jusqu'à la dernière minute pour essayer d'infléchir justement la position du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Comme ils l'ont annoncé il y a un an, les trois membres de l'Alliance des États du Sahel ont mis à exécution leur menace de sortir de la CEDEAO. Docteur Ahmed Ben Saada, est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons de ce divorce? Pourquoi les pays composant l'AES ont-ils décidé de quitter la CEDEAO? Il est clair que on sait tous que la CEDEAO a été créée en 1975. Elle comporte une quinzaine de pays qui font partie des États de l'Afrique de l'Ouest. Et que d'ailleurs l'organisation fête cette année le 50e anniversaire. Donc c'est une création d'une entité qui n'est pas tout jeune. 50 ans. Qui s'est avérée non fonctionnelle. Par rapport aux problèmes qui minent certains pays comme les pays du Sahel, donc en particulier le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui luttent contre des problèmes qui d'ailleurs leur sont communs, des problèmes de niveau de vie, de qualité de vie et aussi de terrorisme latent, et donc ils luttent pour la sécurité, pour leur pays et pour leur population. Alors cela fait en sorte que il y a eu différents coups d'État dans les dernières années, que ce soit au Mali, au Niger et au Burkina Faso, des coups d'État qui ont amené des entités politiques, des entités plutôt militaires à la tête de ces pays-là. Et ça n'a pas fait, disons, l'unanimité au sein de la CEDEAO, en particulier le dernier en date, qui est celui du Niger. Et donc, la CEDEAO, à ce moment-là, s'est montrée, elle a eu
en fait une position extrêmement belliqueuse par rapport au Niger et a même en fait menacé d'attaquer le Niger pour justement remettre en place l'ancien gouvernement. Et donc les sanctions économiques qui ont suivi tout ce tintamarre politico-militaire n'a pas plu justement à ces pays parce que en fait les sanctions vont toucher directement le peuple nigérien qui déjà souffre beaucoup et qui a énormément de problèmes sociaux et économiques. Donc tout cela c'est cristallisé autour d'une idée, c'est la sortie justement de ces trois pays de la CEDEAO. En plus, en fait, la sortie n'est pas toute seule parce que avant la sortie, il y a eu la création de l'Alliance des États du Sahel. Donc, ces trois pays ont formé une alliance qui remplace d'une certaine manière la CEDEAO, mais qui en fait, en réalité, va plus cibler la problématique de ces trois pays-là, en particulier la problématique sécuritaire dans ces pays. Et donc les gouvernements qui sont en place actuellement, qui sont militaires, ont une position commune et ont une volonté commune de combattre à leur manière. Et je citerai juste comme votre invité du Burkina Faso, il avait dit que ça a été fêté. Effectivement, la première année de la sortie de la CEDEAO a été fêtée en particulier au Niger. Et je rappelle dans un discours qui a été prononcé à cette occasion que les trois pays accusent la CEDEAO d'être un vrai syndicat des chefs d'État, c'est un club de chefs d'État qui est complètement déconnecté de leur population et qui est surtout manipulé très fortement et très sournoisement par des entités, par des pays extérieurs à la région. Exact. Et en particulier, on vise la France. Donc tout cela a fait que la situation s'est envenimée et comme vous avez dit, la CEDEAO a tout fait pour les garder. Elle a même nommé deux médiateurs, le président du Togo et le président du Sénégal, pour justement faire revenir à la table de négociation ces trois pays. Mais rien n'a fait, et même elle a même offert un 6 mois de grâce pour pouvoir changer d'avis. Donc, ce qui veut dire, cela a une incidence justement pratique, c'est que en fait, pendant les prochains mois, rien ne va changer, c'est-à-dire que toutes les dispositions, ces trois pays-là sont considérés comme des pays de la CEDEAO en matière de mobilité, de circulation des marchandises et des personnes à travers cette région du monde. Et de son côté, l'AES a imprimé un nouveau passeport, le passeport de ces trois pays-là. Et donc pour remédier au fait que pour mettre en application la sortie de la CEDEAO, parce que les anciens passeports portaient la mention de la CEDEAO. Voilà, donc le divorce, à mon avis, est consommé. Et malgré toutes les périodes de grâce alléchantes qui sont offertes à ces trois pays-là, le mal, à mon avis, a été fait. La CEDEAO n'a pas pas montré qu'elle était intéressante pour ces trois pays-là, malgré les décennies de présence dans ces pays. Et les dernières manœuvres très très belliqueuses envers ces trois pays-là ont été décisives, à mon avis. Très bien. Alors, les dernières manœuvres ont été décisives, ou ces manœuvres-là qui ont décidé les trois pays de l'AES de quitter l'organisation sous-régionale. Moukranna Touarabi, on retiendra, est-ce que vous pensez que la décision des pays composant l'AES de quitter la CEDEAO a surtout été motivée par la célérité avec laquelle la CEDEAO a décidé de placer en haut de son agenda
l'intervention militaire contre le Niger. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était trop tôt et que les voies politiques et pacifiques pour le règlement et diplomatiques surtout, effectivement, pour régler la crise, n'a pas été explorées, n'a pas été priorisées? Tout à fait. Effectivement, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Ça a commencé. En fait, ce qui a accéléré tout ça, c'est le double standard de la CEDEAO. Oui. Parce que la CEDEAO, depuis 2003, donc depuis, il y a eu des traités additionnels. Il faut rappeler que la CEDEAO avant était une communauté pour l'intégration économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui a évolué au fil des années pour devenir aussi une communauté qui s'occupe aussi de la chose politique, donc de la démocratie, des droits de l'homme. Il y a une évolution qui n'est pas propre à cet ensemble régional, c'est propre à tous les ensembles régionaux qui constituent donc l'architecture de l'Union africaine. Un sous-ensemble régional qui fête cette année son 50e anniversaire. Oui, le 28 mai 1975 a vu le jour, donc la CEDEAO. C'est un demi-siècle, c'est énorme, mais en un demi-siècle, c'est le moment de faire le bilan. Exactement. Et aujourd'hui, je pense la position des pays de l'AES, donc du Mali, du Niger et du Burkina Faso, est une réponse à cette facilité par laquelle les pays de la CEDEAO, donc la CEDEAO, a voulu intervenir militairement contre un État membre de la CEDEAO, ce qui est un dérapage, en quelque sorte, vu du Niger, vu du Burkina, vu du Mali, et même d'ailleurs, est une réaction excessive par rapport... Sans passer, comme le dit Rima Rouibi, par les voies diplomatiques, ou sans explorer les voies diplomatiques. Sans explorer les voies diplomatiques, il y a d'autres moyens pour ramener à la raison ces régimes ou ces membres qui sont membres de la CEDEAO. Donc la meilleure arme, c'est le dialogue, c'est s'asseoir autour de la table des négociations pour essayer de trouver une solution à ça. Mais au fait, cette situation, c'est aussi la preuve que les pays de l'AES ont vu que la CEDEAO manque en quelque sorte de compréhension par rapport aux dynamiques locales qui se sont installées, notamment cette question du traitement des aspects liés à la sécurité. Il faut pas oublier que les changements non constitutionnels sont intervenus dans un contexte de crise sécuritaire acerbe dont le Burkina Faso a été fortement victime sans que la CEDEAO ne vienne en aide à ce pays qui était, dans les 2/3 du territoire, était carrément sous contrôle des groupes terroristes. Du moins, ils étaient une grande partie. Donc, les populations vivaient dans l'insécurité. Même, ils étaient contraints de quitter leur patelin et leur zone d'habitation. La CEDEAO n'a pas levé le petit doigt pour venir en aide à ces pays. Et quand il y a eu les changements, la CEDEAO s'est manifestée d'une manière assez ferme et assez abrupte, assez brutale. Et bien évidemment, la réaction des pays de la CEDEAO a été, des pays de l'AES, a été donc de décider de s'organiser ensemble pour défendre leurs propres intérêts, leurs perceptions. Il y a aussi une rupture idéologique géopolitique qu'il ne faut pas oublier, parce que la CEDEAO a toujours été vue comme un instrument d'ingérence dans les affaires des pays de l'Afrique de l'Ouest et de défense des intérêts extérieurs à cette région. Très bien. Rima Louibi, alors on retiendra alors au titre des raisons du divorce. Alors cette histoire de menace d'intervention militaire. Et surtout que cette décision a été appuyée par les États-Unis et l'Union européenne. Vous avez les pays de l'Alliance des États du Sahel se sont sentis pendant très longtemps abandonnés, délaissés. Il
il y a très peu eu de solidarité avec ces pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ouais. alors qu'il y a plein de textes dans la CEDEAO justement qui plaident pour une solidarité en matière de lutte contre le terrorisme. Ouais. Mais après, quand on fait aussi le bilan de la CEDEAO, de 50 ans d'existence de la CEDEAO, on se rend compte que la CEDEAO n'a relevé que très peu de défis en matière de développement, de lutte contre la pauvreté. Et je suppose que c'est aussi un facteur ou un élément qui a dû jouer dans la décision des États du Sahel de quitter l'organisation sous-régionale. Mais la vraie question, est-ce que maintenant l'AES, elle pourra justement, c'est-à-dire relever les défis oui, ça on va en parler. Sans la CEDEAO. Donc ouais. je ne vais pas annoncer un pronostic là-dessus, mais je reviens déjà à Mokran et M. Ben Saada qui ont donné un pronostic très juste et très précis. Ils avaient annoncé que c'était une décision irrévocable de la part des États de l'Alliance des États du Sahel par rapport aux raisons qui ont déjà évoquées, notamment recourir à la force sans épuiser le dialogue et sans respecter la feuille de route de la CEDEAO qui est justement l'union des peuples et le développement de la région. C'est-à-dire, c'est une décision qui a été appuyée par les États-Unis et l'Union européenne, ce qui remet en question davantage le rôle de la CEDEAO dans la région. Il y a la déclaration de Abdel Fattah Moussa, qui est commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, qui parle justement d'un affaiblissement de la région, en particulier parce que l'AES n'appartient à aucun groupement régional. C'est-à-dire, on s'interroge aujourd'hui sur le sort de l'AES. Est-ce qu'on va vers un fédéralisme? Quel genre de fédéralisme dans la région? Quel genre de politique va adopter l'AES? On parlait également permettez-moi de le préciser encore une fois, il y a le Togo qui avait soulevé cette éventualité de se joindre à l'AES. Donc, ma foi, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. C'est ça. Alors, merci Lima Louibi. On reviendra sur toutes ces questions parce qu'elles sont essentielles. Mais avant d'embrayer justement sur les défis qui se posent aux deux ensembles, aux deux blocs, puisqu'aujourd'hui nous sommes face à deux blocs. Ouais. Alors, Abdel Fattah Thiam-Touré, revenons justement aux circonstances du divorce. Que pouvez-vous nous dire sur les raisons de ce divorce? Et vous qui vivez au Burkina Faso, est-ce que les sanctions justement décidées par la CEDEAO contre le Burkina Faso, contre le Niger, contre le Mali, justement sanctions qui ont suivi les coups d'État de 2020, 2021, 2022 et 2023, il y a eu deux coups d'État au Mali, 2 coups d'État au Burkina, un coup d'État au Niger. Alors, les premières réactions de la CEDEAO étaient justement d'imposer des sanctions économiques contre vos 3 pays. Est-ce que ces sanctions ont beaucoup pesé sur les populations? Comment avez-vous ressenti justement cette décision et comment vous avez vécu au quotidien ces sanctions? On peut le dire sans grand risque de se tromper que la menace d'intervenir militairement au Niger a jeté le feu aux poudres. C'est à partir de là que les 3 pays ont estimé que la survie, en tout cas des 3 régimes en place, était menacée et qu'il fallait agir. Et la réponse qui a été trouvée, c'est l'Alliance des États du Sahel, dans le cadre d'une charte qu'on a appelée la charte de l'Utako-Gourmand, pour mettre en place une force qui allait être prête à riposter si jamais une force de la CEDEAO intervenait dans les 3 pays, dans l'un des 3 pays. Donc ça c'est un fait, mais je pense qu'on ne doit pas isoler cette situation-là à la simple conséquence de la menace d'une intervention militaire au Niger. Il y a bien sûr aussi les sanctions économiques qui ont durement touché le Niger particulièrement. Le Mali aussi a subi ces sanctions-là pendant un certain temps, mais petite exception, le Burkina n'a pas connu de sanctions économiques d'envergure quand il y a eu le coup d'État, que ce soit le premier ou le deuxième. Et c'est justement l'un des aspects aussi qui fait que de plus en plus, on ne comprend pas les décisions de la CEDEAO parce qu'en fonction des situations,
il y a comme deux poids, deux mesures, il y a comme des sanctions qui ne viennent pas systématiquement, qui viennent au gré des humeurs des chefs d'État, qui sont proportionnelles à la situation, aux circonstances, etc. Et en plus, les sanctions, Abdoul, les sanctions, généralement, lorsqu'on décide de sanctions contre les pays, les sanctions ont été très impopulaires parce qu'au final, ce sont les populations qui en payent le prix le plus fort. Justement, c'est ce que je veux faire ressortir ici, parce qu'il y a, pour ce qui concerne le Burkina, par exemple, il n'y a pas eu de sanctions économiques qui visaient les populations. Il n'y en a pas eu. Il y a eu une fermeture des frontières qui a été levée. Il y a eu des menaces de sanctions, mais dès que le Burkina a proposé un chronogramme de la transition, il n'y a pas eu de sanctions économiques qui ont visé le Burkina Faso. Selon en tout cas les informations qu'on a pu glaner ça et là, il y a certains chefs d'État qui étaient contre des sanctions en ce moment-là contre le Burkina Faso parce que c'est le pays qui souffrait le plus de la situation sécuritaire. On avait déjà suffisamment de problèmes sur les populations. Il ne fallait pas en rajouter. Et je pense que parmi ces chefs d'État-là qui ont plaidé pour le Burkina Faso, il y avait l'Ivoirien Alassane Ouattara, qui est présenté par les mêmes pays de l'AES comme étant un suppôt de l'impérialisme. Mais soit, selon en tout cas les informations, il s'est battu pour qu'il n'y ait pas de sanctions économiques contre le Burkina Faso, ce qui a peut-être justifié le déplacement du lieutenant-colonel Paul Henri Damiba à l'époque en Côte d'Ivoire, juste après le Mali. Mais pour le Mali et le Niger, les sanctions ont été plus dures. Le Mali et surtout le Niger, où on s'est dit, je m'analyse ainsi, les chefs d'État de la CEDEAO se sont dit, ça n'est trop maintenant. Vous les avez cités tout de suite, 5 coups d'État en 2-3 ans. Ça fait beaucoup. Et si on continue dans ce sens-là, peut-être qu'il y aura aussi d'autres déstabilisations dans d'autres pays. Et ils ont voulu taper du poing sur la table. Malheureusement, c'était un cran au-dessus de ce qu'il fallait faire, parce que là, ça touchait beaucoup plus les populations plutôt que les individus qui ont pris le pouvoir à la suite en renversant Mohamed Bazoum. Et là, malheureusement, bien sûr, les populations sont remontées, les populations sont contre cette décision-là. Et les chefs d'État en place ne peuvent plus utiliser ça pour riposter. Et c'est ce qui fait aussi la popularité de l'AES depuis sa création. Mais je voudrais quand même, si vous me permettez... Je vous en prie, allez-y, Abdoul Fatou. Sur les acquis de la CEDEAO, parce que c'est une organisation comme les autres qui a ses forces et ses faiblesses, qui a beaucoup de limites, il faut le dire. Mais c'est quand même, en Afrique subsaharienne, l'une des organisations communautaires les plus solides en termes d'organisation, en termes d'instruments d'intégration. La CEDEAO était quand même très en avance en 50 ans de vie. On peut citer comme acquis au niveau économique, par exemple, le tarif extérieur commun qui fait que l'ensemble des 15 pays sont exemptés de double taxation des produits, ce qui permet d'écouler les produits du Sénégal jusqu'au Nigeria sans double taxation. C'est quand même quelque chose pour les populations. Ça permet de diminuer les prix des produits. Surtout pour nous, pays qui sommes enclavés, qui sommes à l'intérieur, dans l'Interland, nous n'avons pas de débouché sur la mer. Donc, ça permet d'importer certains produits des pays voisins sans la double taxation, ce qui revient moins cher pour les populations. Il y a la question de la libre circulation. Et les documents d'identité communs, par exemple, qu'on a à l'intérieur de la CEDEAO, il y a certains ensembles en Afrique qui n'ont pas ça. Jusqu'aux pièces d'identité nationales, ça a été harmonisé. Les passeports ont été harmonisés. Au-delà de ça, il y a des institutions qui ont été mises en place, des institutions et des politiques communes à l'intérieur de la CEDEAO. Il y a jusque dans les domaines comme la justice, il y a une cour de justice de la CEDEAO, il y a une organisation ouest-africaine de la santé liée à la CEDEAO. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, même si de plus en plus on estime que la CEDEAO s'est écartée des objectifs initiaux qui étaient purement économiques vers des objectifs politiques aujourd'hui. Et c'est là où la scission se fait, parce que là, ce sont des décisions de chefs d'État, et les chefs d'État ne peuvent que décider en fonction de leur compréhension des choses, de leur intérêt, de leur positionnement, de leur accointance aussi vis-à-vis des personnes en place. Par exemple, pour le Niger,
c'est parce que beaucoup de chefs d'État étaient déjà assez proches personnellement de Mohamed Bazoum et n'entendaient pas le laisser tomber de cette façon. Voilà. Très bien. Alors, restez toujours avec nous, Abdoul. Nous avons encore quelques autres questions pour vous. Alors, Ahmed Ben Saada, la commission de la CEDEAO déclare aussi avoir mis en place une structure pour faciliter les discussions avec les trois pays dirigés, les trois pays, donc à savoir le Burkina, le Mali et le Niger, qui quittent donc officiellement le bloc sous-régional. Dans sa sortie, alors dans son communiqué, la CEDEAO a également annoncé qu'elle entendait éviter la confusion et les perturbations dans la vie et les affaires des populations de la CEDEAO et des pays du Sahel pendant une période de transition. Alors, l'institution, la CEDEAO, a donné aux dirigeants de l'AES jusqu'en juillet pour reconsidérer leur position. Alors, on comprend par là que la CEDEAO ne veut toujours pas perdre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Est-ce que, de votre point de vue, Dr Ahmed Ben Saada, un revirement de situation est envisageable? Alors, si on regarde la météo politique, je ne pense pas que ce soit possible, du moins dans les mois ou dans les quelques années à venir. Là, on est dans une forme de statu quo. Dans plusieurs émissions que, en fait, les 5 décennies, donc le demi-siècle passé au sein de la CEDEAO, n'a pas permis à ces pays justement de sortir du marasme économique et social, de pouvoir voler de leurs propres ailes et justement initier une évolution, disons, acceptable pour les peuples. Oui. Donc, cette option de sortir de la CEDEAO est une option qui est, à mon avis, très bien réfléchie et une façon de dire, de couper avec, en fait, la léthargie et le train-train qui s'accompagne avec l'appartenance à la CEDEAO. Oui. Et autre chose, c'est qu'il faut dire que pourquoi en fait la CEDEAO tient énormément à ce que ces pays-là, 3 pays-là restent, c'est que ça peut donner des idées à d'autres pays. Nous avons vu que le Togo, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, avait suggéré justement que le Togo serait intéressé pour rallier l'alliance des États du Sahel, ce qui serait, à mon avis, extrêmement intéressant pour cette région du monde, parce que nous savons que ces 3 pays sont 3 pays complètement enclavés, avec l'adhésion du Togo, ils auraient une ouverture sur la mer. Ils auraient une façon de sortir et d'avoir une frange maritime qui est celle du Togo vers l'océan Atlantique. C'est très intéressant. Et autre chose, c'est que la CEDEAO a perdu au-delà de 54% de son territoire. Oui. Elle a perdu 17% de sa population et à peu près 9% de son PIB. Et donc, ce n'est pas négligeable. Et autre chose aussi, nous savons qu'il y a des diasporas très bien établi. Par exemple, au Mali, il y a une très grande diaspora au Nigeria. Au Burkina Faso, il y a 3 millions de Burkinabés qui vivent au Ghana. Et si et encore pour le Niger, c'est aussi la même chose, une grande diaspora qui vit au Nigeria. Et si, en fait, les accords ne sont plus maintenus tels qu'ils sont actuellement, ces diasporas vont avoir vraiment de gros problèmes pour, justement, pouvoir exercer dans ces pays et aussi rapatrier leurs fonds monétaires et en fait, avoir une fluidité dans les échanges entre ces pays. Nous savons déjà dès maintenant que, par exemple, il y a un gros problème, c'est que, en fait, il y a une assurance spéciale pour les pays de la CEDEAO. Oui, pour les transporteurs. Cette assurance-là n'est plus valable pour les 3 pays de l'AES. Donc, il y a déjà un problème de circulation des véhicules, des véhicules disons, de transport de marchandises qui viennent de ces 3 pays, qui vont dans les autres pays. Et c'est la même chose et vice-versa aussi pour
en fait, pour les citoyens de la CEDEAO, autres que l'AES, qui sont installés à l'AES. Autre problématique qui va certainement se poser, c'est l'acceptation du nouveau passeport. Le nouveau passeport est un passeport qui n'est pas national, c'est un passeport qui regroupe 3 pays. Oui. Est-ce que ce passeport va être accepté par la CEDEAO? Ce n'est pas certain. Est-ce qu'il va être accepté par d'autres pays dans le monde? Ce n'est pas certain. Donc il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à la décision. La décision, à mon avis, est irrévocable, mais tout ce qui va s'en suivre par la suite en termes de disons, de traitement des dossiers, de bureaucratie, en fait, le divorce est prononcé, mais toute la procédure est en cours actuellement et ça ne va pas être facile, à mon avis. Très bien. Moukranna Touarabi, alors on parle des conséquences du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Le docteur Ahmed Ben Saada vient de sérier un certain nombre de conséquences. Est-ce qu'il peut en avoir d'autres? Quelles sont les conséquences prévisibles dans l'immédiat de ce divorce? Dans l'immédiat actuellement, non, puisqu'il y a un délai de 6 mois, donc, et c'est un délai aussi qui va permettre aux deux entités justement de mener les négociations nécessaires pour éviter qu'il y ait de gros désagréments et les blocages, de gros problèmes, notamment qui vont toucher peut-être certaines les populations. Non, pourquoi? Parce que les pays de l'AES ont certes quitté la CEDEAO, mais ils n'ont pas quitté l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui prévoit entre autres aussi la libre circulation des personnes. Donc elle va être maintenue dès lors que ces pays sont toujours dans cet espace monétaire. Autrement dit, le divorce total et définitif avec la CEDEAO sera acté une fois ces 3 pays ont quitté la zone monétaire, économique et monétaire ouest-africaine. Pour le moment, on n'en parle pas. Pour le moment, on n'en parle pas, donc il y a beaucoup de privilèges et de mécanismes d'échange et de circulation de personnes et de marchandises qui sont encadrés par cette union. Donc même si les pays de l'AES aujourd'hui... Une union qui ne regroupe pas tous les pays de la CEDEAO, parce qu'il y a des pays de la CEDEAO qui ont leur propre monnaie. Il y a 8 pays qui regroupent. Il est vrai qu'une fois l'AES passe à cette étape, bon, il y a eu une évocation par le passé, mais maintenant elle n'est pas à l'ordre du jour immédiatement. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais effectivement, si le Mali, le Burkina Faso et le Niger décident de se retirer de cette union monétaire, ça va porter un coup dur justement au franc CFA, qui est justement critiqué au sein de la CEDEAO, notamment par le Sénégal, qui le considère comme une relique de la période coloniale. Tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, le docteur Ahmed Ben Saada a évoqué certaines contraintes auxquelles vont faire face les pays de l'AES, notamment cette volonté cette décision de lancer. Ils ont mis en circulation un nouveau passeport qui n'est pas national, mais qui est un passeport de cet nouvel ensemble de la régional. Confédération des États du Sahel. Mais je crois savoir, Moukranna Touarabi, que les anciens passeports... ils seront valables pendant 5 ans encore. Et ils seront encore valables. Donc le temps de faire cette transition qui va être négociée justement entre les deux entités. Mais bon, ils sont obligés de s'entendre sur les conditions de la séparation. Dans tout divorce, il y a une entente sur la séparation. Et là, nous sommes face à un divorce à l'amiable. Voilà, tout à fait. Les deux parties ont intérêt à ce qu'il y ait un divorce à l'amiable, pour la simple raison parce que il y aura des pertes par-ci et par-là, même si globalement, effectivement, c'est la CEDEAO qui se retrouve aujourd'hui fragmentée et fragilisée. Et pourquoi? Parce que les pays de l'AES n'ont pas beaucoup à perdre, parce qu'ils n'ont pas beaucoup gagné aussi en étant dans la CEDEAO. Je cite juste à titre d'exemple, il est vrai que la CEDEAO est l'ensemble économique le plus abouti en Afrique. Oui, c'est la région la plus intégrée. Avec un taux d'intégration de 15%. Mais aussi, quand on jette un
un coup d'œil sur l'indice de développement humain. Oui, Je vais vous citer un peu. On prend l'exemple du Nigeria. Il est 25e au niveau africain. Oui. Vous prenez par exemple le Niger, il est 51e, à la position 50e sur 54 pays. Et le Mali à la 49e place. Donc, en réalité, les pays de l'AES sont n'ont très pas tout à fait fort. Voilà. Ils n'ont pas tout à fait tort. Pardon. Voilà, donc ils n'ont rien gagné dans cet ensemble régional qui, au final, n'a pas profité aux populations de cet ensemble économique, mais à des puissances extérieures. Merci, Mkolan. Rémi Louiba, un mot justement sur les conséquences de ce divorce entre l'AES et la CEDEAO? Moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'actualité nous parle aussi que la CEDEAO a œuvré pour que l'intérêt des populations prime au-delà de cette séparation, ce qui garantit quand même une sorte de flexibilité pour garantir la libre circulation, ce qui est très très important pour éviter une sorte d'une rupture brutale. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte une prise de conscience de la part sagesse, des deux côtés. J'allais dire une sagesse des deux côtés. On est dans la sagesse africaine. Heureusement, qui prime justement l'intérêt des populations. Et je pense c'est aussi la feuille de route de la CEDEAO, ou du moins la CEDEAO doit respecter l'intérêt des populations avant toute chose. La libre circulation, ça a été déjà le premier point qui a été évoqué, et que les passeports qui portent le logo de la CEDEAO restent valides jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire que jusque-là, il n'y a pas une décision qui a été prise dans ce sens. Je dirais par rapport aux conséquences, je ne saurais donner un pronostic déterminé. Reste à savoir est-ce qu'il y aura d'autres échanges économiques, à savoir que les deux pays, je parle du Niger, je parle du Mali également, qui font face à une insécurité alimentaire assez majeure. Le Mali est classé par le rapport des crises alimentaires depuis 2019 comme étant le pays qui fait face à une crise alimentaire assez aiguë. Le Niger, on a 3,4 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire. Est-ce que, la vraie question aujourd'hui, est-ce que l'AES, ces trois pays-là, pourront faire face et relever le défi, ne serait-ce de l'insécurité, de l'insécurité alimentaire? On le saura. On le saura. Merci Rima Louibi. Bon, on a quand même une petite poignée de minutes avant la fin de l'émission, donc on a le temps de faire un dernier tour de table. Mkolan a évoqué aussi une question très très pertinente, c'est justement la souveraineté monétaire. Justement, voilà. Je vous tends la perche. Merci beaucoup. C'est moi. Alors, Abdel Fattah Thiam Touré, une question pour vous. Alors, le leitmotiv, maintenant, le fil conducteur, le point commun aux pays des États du Sahel, donc je parle bien évidemment du Niger, du Burkina Faso et du Mali, le point commun, le leitmotiv, c'est le souverainisme, c'est la souveraineté sur tous les plans. Est-ce que vous pensez, chers confrères du groupe Omega, est-ce que vous pensez que la prochaine étape des pays de l'Alliance des États du Sahel, justement, sera le retrait de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il y a un projet de création d'une nouvelle monnaie qui leur permettrait ou qui permettrait à ces pays d'être complètement souverains sur le plan financier et économique? C'est une question que beaucoup de gens se posent, y compris dans nos capitales ici de l'AES. Mais je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour, en tout cas à l'immédiat. Dans un court terme, ce n'est pas quelque chose qui est envisagé avec beaucoup d'empressement pour le moment. C'est vrai que c'est très compliqué à changer.
Voilà, c'est un ordre très compliqué à changer. Et puis d'ailleurs, si les 3 pays de l'AES ont pris la décision ferme de sortir de la CEDEAO aussi rapidement, c'est parce qu'il y a certains privilèges qu'ils vont conserver grâce à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Si ça devait être une scission immédiate avec ces 2 organisations, je ne suis pas sûr que ces 3 chefs d'État auraient franchi le pas, parce que le coût serait beaucoup plus difficile à supporter pour les populations. Je me disais tantôt concernant l'intégration économique au niveau de la CEDEAO, il y a certaines mesures équivalentes qui existent au niveau de l'UEMOA et qui permettent aux différentes populations d'être plus ou moins à l'aise dans les différents pays de l'UEMOA. Si jamais nous rompons ce lien avec l'UEMOA, ça devient plus difficile, par exemple, de commercer avec les autres pays, avec les 5 autres pays. Ça devient plus difficile de s'installer pour les hommes d'affaires, par exemple, qui passent la frontière, de s'installer dans d'autres pays. Et il y a la question de la monnaie qu'il faut gérer. Il faut une banque centrale. Je pense que la mise en place d'une monnaie ne se fait pas du jour au lendemain. Exactement. Donc, il faut une réflexion quand même sur ce sujet-là avec les experts qui seront engagés là-dessus, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Donc, même si on commençait le processus aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui peut encore prendre quelques années. En témoigne le projet au niveau de la CEDEAO de créer une nouvelle monnaie, un vieux projet qui a été ressuscité il y a quelques années, mais jusqu'ici, on a donné plusieurs délais qui n'ont pas pu être respectés, parce que déjà pour harmoniser le système économique des différents pays de la CEDEAO, c'est assez compliqué. Donc au niveau de l'AES, c'est vrai qu'on n'aura pas autant de difficultés qu'à l'échelle de la CEDEAO, parce que là c'est 15 pays, mais ça risque quand même de prendre un certain temps avant d'être mis en œuvre. Alors que, effectivement, comme vous le dites, l'enjeu ici c'est la question de la souveraineté, et la monnaie fait partie des... C'est un attribut de souveraineté. Quand on parle... Voilà, c'est un attribut de souveraineté, c'est un sujet qui fâche lorsqu'on parle de souveraineté au Sahel ici, et de façon générale en Afrique de l'Ouest, et en Afrique centrale aussi de plus en plus. Le fait que jusqu'aujourd'hui, c'est une monnaie coloniale qui est organisée, même si elle a été réformée plusieurs fois. Le lien avec l'ancienne puissance coloniale reste dans les esprits des gens, et il faut ne serait-ce que symboliquement rompre ce lien-là et arriver à mettre en place une monnaie. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir une monnaie, mais une monnaie qui soit solide et qui puisse être effectivement un outil de souveraineté, mais aussi un outil de développement pour ces 3 pays. Et ce sont des éléments à réfléchir longuement pour ne pas commettre des erreurs, parce qu'on connaît aussi des expériences d'autres pays africains qui ont eu leur propre monnaie, mais qui n'ont pas forcément décollé. D'ailleurs, dans l'espace CEDEAO, on connaît aussi des cas. Oui. D'ailleurs, il y a un projet de réforme de la monnaie de la CEDEAO, du franc CFA. Effectivement, c'est un processus vers l'éco, c'est le qui a été retenu, mais jusqu'ici c'est assez difficile, on ne voit pas vraiment cet éco-là pointer à l'horizon, ça risque encore de prendre du temps au niveau... Il y a des résistances aussi. Donc le franc CFA, malheureusement, il y a des résistances, et le franc CFA malheureusement aura encore quelques jours devant lui, sinon quelques années. Voilà. Alors une dernière petite question avant de céder la parole à Ahmed Ben Saada. Alors, Abdel Fattah Thiam Touré, vous êtes citoyen burkinabé, vous êtes journaliste. Alors, comment voyez-vous ce divorce? Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels sera dans l'immédiat et à moyen terme confrontée l'AES? Le premier défi, c'est de négocier la sortie. Contrairement à ce qui a été annoncé, sortie immédiate, sans condition et irréversible, ce n'est pas ce qu'on constate, parce que ça ne se passe pas comme ça entre de grands ensembles d'États. On ne peut pas sortir d'une organisation comme la CEDEAO immédiatement et sans condition. Ce n'est pas possible. Donc je pense que ça c'était purement de la communication, c'était des éléments de langage, c'était pour satisfaire une certaine base politique, mais la réalité c'est qu'il faut négocier, il faut discuter les termes de la sortie, et je pense que c'est là où on en est aujourd'hui. La CEDEAO essaie de faire les aménagements possibles pour permettre pour faire durer en fait la présence des pays de l'AES à l'intérieur de la CEDEAO, parce que pour moi, le retrait est acté officiellement, mais les 3 pays sont toujours membres de la CEDEAO. Exactement. Toutes les
toutes les politiques s'appliquent toujours à ces trois pays, seulement qu'ils sont suspendus des organes, des instances de décision. Donc, c'est une situation qui va prendre quelques mois, 6 mois selon la CEDEAO, mais je pense que ça peut même excéder ça si d'ici les 6 mois, il n'y a pas de consensus entre les deux blocs. L'autre difficulté dans cette négociation, c'est que la CEDEAO négocie individuellement avec chaque pays de l'AES parce que l'AES n'est pas encore, quelqu'un l'a relevé tout à l'heure, considérée comme une communauté d'États pour le moment sur la scène internationale. Donc, la CEDEAO négocie avec les États individuellement, mais les États de l'AES veulent discuter ensemble, collectivement, face à la CEDEAO. Ça, c'est une variable qu'il va falloir déjà régler avant tout autre détail. Mais au-delà de ça, il va falloir, le gros défi de l'AES, c'est de réussir là où la CEDEAO a échoué. Oui. Et l'un des premiers chantiers, c'est de pouvoir réduire à néant, sinon en tout cas ralentir les groupes armés terroristes qui interviennent dans le territoire de ces trois États-là. Parce que d'abord, la venue de ces différents militaires au pouvoir était justifiée par la situation sécuritaire. Et jusqu'à aujourd'hui, on est dans une situation toujours difficile. Il va falloir que les trois États puissent mettre les instruments en place pour vraiment lutter efficacement contre le terrorisme, ce qui leur donnera plus de légitimité et plus de poids pour les autres politiques. Oui. Il faudra réussir l'intégration des peuples, la libre circulation des personnes et des biens. Il y avait des difficultés au niveau de la CEDEAO, même s'il y a des acquis. Il faut que les trois pays de l'AES puissent réaliser cela avec plus de succès que la CEDEAO. Sinon, ils feront regretter à leur population la sortie de la CEDEAO. Et il y a les questions de développement. Au-delà de la monnaie qui est un sujet de passion, il y a le développement tout court parce que nous sommes parmi les pays les moins avancés en Afrique et dans le monde et il va falloir travailler vraiment à faire sortir les populations de la pauvreté, de la précarité, agir sur des questions comme l'éducation, comme la santé, comme les infrastructures et faire en sorte qu'on puisse se sentir effectivement dans des pays qui comptent dans le concert des nations et rattraper le temps perdu. Rattraper le temps perdu et véritablement rendre cette confédération réelle. Parce que pour le moment, c'est une confédération de chefs d'État. La même chose qu'on reproche à la CEDEAO comme institution de chefs d'État, syndicat de chefs d'État, c'est la même chose pour le moment pour l'AES. Parce que pour le moment, ce ne sont que des chefs d'État qui décident de la marche à suivre. D'ailleurs, je vous fais signaler, je vous fais noter que la création de la confédération, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, la confédération a été créée sans aucune consultation des populations, en tout cas au sens large. Alors le défi de faire de l'AES vraiment un ensemble une réunion des peuples, un ensemble de peuples. Un ensemble de peuples, c'est l'un des gros défis. Un rôle important. Voilà. Merci beaucoup Abdoul Fattah Thiam Touré pour votre temps. Merci d'avoir eu la gentillesse de répondre à nos questions. J'espère que nous aurons encore la chance de vous avoir dans un autre numéro de Grand Angle. Je profite de votre présence pour saluer tous nos amis à Ouagadougou. Et prenez soin de vous et surtout au plaisir de vous retrouver. Docteur Ahmed Ben Saada, alors, dernière question pour vous. Comment voyez-vous l'évolution de la situation? Quel est pour vous le principal défi qui se pose aujourd'hui à l'AES? Un mot pour conclure. Oui, alors pour conclure, je dirais que l'AES actuellement est un nouveau-né dans la région et comme tout nouveau-né, il doit apprendre à marcher. Il doit apprendre à parler, il doit apprendre à prendre des décisions qui vont dans le sens du peuple pour justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à penser au développement des peuples et non pas, comme l'a dit votre invité, une décision entre chefs d'État. Il faudrait que cette union se fasse au niveau des peuples. Moi, j'aimerais juste ajouter une chose, c'est que nous partageons deux grandes frontières avec deux pays de l'AES, et ce sont des pays où on partage même des populations dans des ethnies qui se trouvent en Algérie et dans ces pays-là. Et nous devons avoir une très bonne relation avec l'AES. L'Algérie se doit d'avoir une très bonne relation avec l'AES. Et à ce sujet, j'aimerais citer une citation donc du président Abdelmadjid Tebboune dans une interview qu'il a donnée au journal L'Opinion hier.
et qu'il dit en fait, par rapport à ce qui se passe entre l'Algérie et le Mali en particulier, nous avions un plan de développement pour le nord du Mali et nous étions prêts à financer à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars. Nous avons une importante communauté touareg en partage et nous avons été disponibles pour rassembler les signataires de l'accord, le fameux accord d'Alger. L'Algérie ne cherche pas à administrer le Mali. Nous considérons comme un pays frère pour lequel notre main sera tendue. Alors, l'Algérie considère le Mali comme un pays frère, mais l'Algérie considère aussi les autres pays de l'AES comme des pays frères. L'Algérie n'a jamais eu de velléité belliqueuse envers ces pays. Bien au contraire, elle a toujours aidé ces pays-là à chercher à faire de leur développement une volonté sérieuse. Et l'Algérie s'est toujours tournée vers le sud, justement, vers le sud, parce que en fait les relations sud-sud doivent être primordiaux actuellement. Absolument. Vu toute la situation, toute la géopolitique mondiale, qui veut que l'Occident actuellement se comporte un peu comme, disons, avec une grande arrogance. Et le continent africain ne pourra sortir de son marasme actuel que s'il y a justement une coopération sud-sud, une coopération qui met en exergue toutes les forces et les richesses de ce continent. Très bien, merci beaucoup. Nous ne pouvions pas trouver un meilleur mot de la fin. Comme vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission consacrée donc à l'AES et à la CEDEAO. Je remercie Mkhourane Touarabi pour avoir répondu présent. Merci beaucoup Ali Malouibi. Je remercie également Ahmed Ben Saada et notre confrère Abdoul Tiamtouré. Depuis Ouagadougou, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled Hamdani. À la console technique, il y avait Imad, Karim et Hakim. Le streaming a été assuré par Ahlam. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.